Le récit qui va suivre est une retranscription auditive d'une incroyable histoire qui est arrivée en avril dernier à l'une de mes patientes, une jeune femme de 31 ans qui devait assister au mariage de sa sœur Sarah quelques semaines plus tard. Rien ne s'est passé comme prévu et vous allez très vite comprendre pourquoi. Lorsqu'elle est entrée dans mon cabinet, elle était à la fois furieuse et complètement bouleversée. Je ne savais pas si c'était moi qui devenais folle ou si j'avais réellement vu ce que j'avais vu. Ma petite sœur Sarah devait se marier dans une semaine avec son fiancé Marc. Pourtant, depuis quelque temps, quelque chose me rongeait. Et ce quelque chose, c'était son comportement avec Tom, mon copain. Poursuivez, s'il vous plaît. Décrivez-moi ce comportement. Il y avait quelque chose qui clochait. Au début, c'était subtil. Des compliments innocents, des rires un peu trop forcés à toutes ces blagues. J'avais essayé de me dire que j'imaginais des choses, mais ensuite, c'était devenu plus évident. Des touchés furtifs sur son bras, des excuses pour lui demander de l'aide à tout bout de champ, et bien sûr ce regard insistant et appuyé qu'elle pensait que je ne voyais pas. Ce que vous décrivez est ce qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. Votre esprit perçoit une réalité qui contredit ce que vous voulez croire. Vous aimez votre sœur, vous aimez votre copain, mais une part de vous sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce conflit interne crée une tension mentale très forte. C'est souvent à ce moment-là que l'on commence à douter de soi. On se demande si l'on exagère, si l'on devient paranoïaque. Mais ce que vous ressentez est réel. Ce que nous allons faire, c'est continuer à explorer cette émotion pour comprendre ce qui se cache derrière. Très bien, alors voici la suite de mon récit. J'ai donc fini par en parler à mon copain. « Tu n'as pas remarqué comment Sarah se comportait ce soir ?» lui demandai-je. Il m'a regardé avec surprise. « De quoi tu parles ?» m'a-t-il répondu. J'ai décrit tout ce que j'avais remarqué. Les rires exagérés, les contacts inutiles, les regards insistants. Il a haussé les épaules en souriant. « Tu te fais des idées, c'est juste l'excitation du mariage. » Mais moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'alerte. Alors j'ai décidé de l'observer, discrètement. Et c'est là que j'ai tout vu. Lors d'un barbecue chez mes parents, je suis allée aux toilettes. En revenant, je les ai surpris. Ma sœur et mon copain, seuls dans un coin du jardin, en train de chuchoter, beaucoup trop proches l'un de l'autre. Elle riait, mais pas comme une sœur. Non, c'était un rire de séduction. Quand ils m'ont vu, ils ont sursauté et se sont écartés. Sarah s'est éloignée comme si de rien n'était. Mon cœur s'est serré. J'avais envie de hurler, de pleurer, mais je me suis retenue. Pas devant tout le monde. Le soir, une fois à la maison, j'ai demandé à mon copain « De quoi vous parliez, toi et Sarah, tout à l'heure ?» Il m'a regardé avec un air innocent. « De la musique pour le mariage, c'est tout, rien de plus. » Ce que vous ressentez à ce moment-là est un mélange de peur de l'abandon et de trahison émotionnelle. Votre cerveau est en mode hypervigilance émotionnelle, un mécanisme de défense qui s'active lorsqu'on sent qu'un lien affectif important est allé menacé. Votre instinct vous alerte, mais votre esprit rationnel tente de le calmer pour éviter le conflit. C'est un comportement très fréquent chez les personnes ayant vécu des expériences passées, de trahison ou d'insécurité affective. La question que je vous poserai maintenant est la suivante. Quand vous avez posé cette question à votre copain, attendiez-vous une réponse honnête? Ou espériez-vous qu'il vous mente pour vous protéger de la douleur que vous ressentiez déjà au fond de vous? Honnêtement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a regardé avec cet air blessé, mais moi, je n'arrivais plus à garder ça pour moi. Quand je lui ai dit que ma sœur flirtait ouvertement avec lui, que je le voyais, que je le sentais, il a soupiré, agacé. « Tu te fais des idées, il n'y a rien entre nous, elle est juste amicale. » Amicale, je lui ai demandé pourquoi elle avait besoin de se tenir si près de lui pour une simple conversation. Pourquoi il la laissait faire? Pourquoi il ne posait pas de limite claire? Il m'a regardé avec frustration. « Qu'est-ce que tu attends de moi? C'est ta sœur. Je ne peux pas la repousser sans créer un malaise dans votre famille. » On a tourné en rond, encore et encore. Moi, cherchant à ce qu'il me comprenne. Lui, refusant de voir ce qui, pour moi, était évident. Cette nuit-là, on s'est couché sans rien résoudre. Juste avec cette tension, cette colère silencieuse entre nous. Le lendemain matin, j'ai compris qu'il n'était plus question de fuir. Il fallait que je parle à ma sœur, Sarah. Ce que vous vivez ici est un phénomène que l'on appelle la validation émotionnelle refusée. Vous ressentez quelque chose de profond, mais votre entourage invalide constamment votre perception, ce qui crée une immense frustration et renforce votre sentiment d'isolement. Votre copain utilise ici une stratégie d'évitement par peur de créer un conflit familial.
C'est une réaction fréquente, mais malheureusement, cela vous place dans une situation où vous vous sentez incomprise et impuissant. En psychologie, on parle aussi de projection émotionnelle. Parfois, lorsque quelqu'un refuse de voir une vérité inconfortable, il projette sur l'autre l'idée qu'il imagine des choses pour éviter de faire face à sa propre responsabilité. De toute façon, il fallait que j'appelle Sarah. Je lui ai proposé qu'on prenne un café. Sa voix était légère, joyeuse, comme si de rien n'était. On s'est retrouvés dans un petit café près de chez elle. Moi, j'étais nerveuse, les mains qui tremblaient légèrement en remuant ma tasse. Elle rayonnait, me parlant avec enthousiasme de son mariage à venir. Plus elle parlait, plus j'avais envie de hurler. Alors j'ai craqué. Je l'ai interrompue en plein milieu d'une phrase en lui disant « Sarah, il faut qu'on parle ». Elle m'a regardée, surprise. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout déballé. Je lui ai dit que j'avais vu la façon dont elle se comportait avec Tom. Les regards, les gestes, les rires, tout. Et que ça devait s'arrêter. Son visage a changé. D'abord la surprise, puis l'incompréhension, et enfin, la colère. Mais n'importe quoi. Mais de quoi tu parles? Elle a nié. Bien sûr qu'elle a nié. Tu es ridicule. Tom est comme un frère pour moi. Je ne faisais que plaisanter. Son rire, un rire forcé, presque méprisant. J'ai insisté en lui disant « Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ton comportement me blesse. Tu franchis des limites. » Elle m'a regardée, choquée par ma franchise. Et là, j'ai vu quelque chose. Un éclat dans son regard. Comme si pendant une fraction de seconde, elle savait exactement de quoi je parlais. Puis elle a détourné les yeux en me disant que je me faisais des films. Votre sœur adopte ici une stratégie de défense psychologique classique, le déni et la minimisation. Lorsqu'une personne est confrontée à une vérité inconfortable, surtout si cela touche à son image personnelle, elle a tendance à nier ou à ridiculiser l'autre pour éviter de faire face à sa propre culpabilité. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que vous avez perçu une micro-expression dans son regard, une fraction de seconde où elle a réalisé que vous aviez raison. Cela signifie que, quelque part en elle, elle est consciente de ses actes. Mais son ego refuse de l'admettre. Votre défi maintenant est de rester ferme sur vos limites, sans chercher à la convaincre. Vous n'avez pas besoin qu'elle admette la vérité. Vous avez juste besoin de protéger votre espace émotionnel. Justement, j'ai posé mes limites et je crois que j'ai tout gâché. Je savais que cette conversation avec Sarah allait mal tourner, mais je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Quand je lui ai dit que son comportement avec Tom dépassait les limites, elle est devenue rouge de colère. Elle m'a accusée d'être jalouse, paranoïaque, et surtout d'être une sœur incapable de lui faire confiance. Elle s'est levée brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol du café. Si tu ne peux même pas faire confiance à ta propre sœur, c'est ton problème. Je me casse. Et elle est partie. Je suis restée là, seule, avec cette sensation horrible d'avoir peut-être tout inventé. Ou pire, d'avoir détruit notre relation pour rien. C'est ce qu'on appelle la culpabilité projective. Lorsqu'une personne refuse de reconnaître ses propres comportements toxiques, elle retourne la situation contre vous pour vous faire douter de votre propre perception. Votre sœur a utilisé une technique de gaslighting, un mécanisme de manipulation psychologique où l'on pousse l'autre à remettre en question sa réalité. C'est extrêmement destructeur sur le plan émotionnel, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. En rentrant chez moi, je me sentais coupable, effectivement. Tom, mon copain, a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai raconté toute la conversation avec Sarah. Il m'a regardé, inquiet. Puis il a soupiré. « Tu as fait une grosse erreur, une très grosse erreur. » « Quoi ? Tu prends son parti maintenant ?» Non, je ne prends pas son parti, mais l'affronter comme ça juste avant son mariage? Tu l'as blessée, extrêmement blessée, et ça je ne sais pas si elle pourra te le pardonner. Alors, j'aurais dû fermer les yeux, faire semblant de rien ? Il a essayé de me calmer, me disant que j'aurais pu m'adresser à lui d'abord, ou aborder Sarah d'une manière plus douce. Mais à ce moment-là, je me sentais trahie. Par ma sœur, par lui, par tout le monde. Je ne savais plus quoi faire. Ce que vous vivez ici est une forme de dépendance émotionnelle. Vous cherchiez chez votre copain une validation de votre ressenti, mais au lieu de vous soutenir, il a tenté de minimiser la situation pour éviter le conflit. C'est une réaction fréquente chez les personnes qui ont peur de créer des tensions dans leur entourage. Mais cela vous laisse, vous, seul, face à votre douleur et à votre doute. Il est essentiel ici de comprendre que vos émotions sont légitimes. Ce que vous avez ressenti était réel. Votre intuition vous a alerté sur quelque chose et vous avez eu le courage d'agir. Cependant, votre réaction émotionnelle intense montre aussi que cette situation a réveillé en vous une blessure plus profonde, peut-être une peur du rejet ou une insécurité affective ancienne. On a continué à s'engueuler, Tom et moi.
À la fin, on s'est couché sans résoudre quoi que ce soit. Et maintenant, je me demande, est-ce que j'ai vraiment tout imaginé? Ou est-ce qu'ils sont en train de me faire passer pour la folle? Je croyais en effet que je devenais folle. Ils m'ont tous fait passer pour la paranoïaque. Mon copain, ma sœur, mes propres parents. Ils m'ont poussé à douter de moi, à m'excuser, à m'humilier, et pourtant... Le lendemain, je les ai vus, de mes propres yeux. Sarah, enlacée autour de Tom. Ils s'embrassaient, avec passion, comme si j'avais jamais existé. Quand je les ai surpris, j'ai crié « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ils ont sursauté. Le visage de Sarah est devenu livide. Tom a juste bégayé en me disant que ce n'était pas ce que je croyais. Je me suis sentie vidée, comme si quelque chose en moi venait de se briser. Ce que vous avez ressenti est un mélange de trahison émotionnelle et de violence psychologique. Quand on est victime d'une infidélité, surtout avec un membre de sa propre famille, cela touche à l'identité profonde et à l'estime de soi. Vous n'avez pas seulement perdu un partenaire, vous avez perdu la confiance en votre propre intuition. C'est un choc émotionnel violent que l'on qualifie en psychologie de traumatisme relationnel. Et que dois-je faire maintenant? Je n'ai plus de sœur, je n'ai plus de copain. Et mes propres parents pensent que c'est moi la coupable. Vous venez de traverser un abus émotionnel et mental profond, mais vous avez fait quelque chose que peu de gens osent faire. Vous avez écouté votre intuition, vous avez confronté la vérité même si elle était douloureuse. La prochaine étape sera de vous reconstruire. Cela passera par, premièrement, la mise en distance de ces relations toxiques, au moins temporairement. Deuxièmement, le travail sur votre confiance en vous. Et troisièmement, la guérison de votre blessure émotionnelle. Ils m'ont brisé, Je crois que je n'y arriverai jamais. J'ai tout perdu. Mon copain, ma sœur, ma famille. Ils m'ont fait passer pour folle. Et au final, j'avais raison. Mais pourquoi est-ce que ça fait encore plus mal d'avoir eu raison? Parce que ce que vous ressentez, c'est le deuil. Le deuil d'une relation amoureuse. Le deuil d'une sœur que vous pensiez connaître. Et surtout, le deuil de la confiance que vous aviez en votre entourage. Je me sens vide. J'ai coupé tout contact avec eux. Mais pourquoi est-ce que je ressens encore cette douleur? C'est ce qu'on appelle le trauma de la trahison. Votre cerveau est en état de dissociation émotionnelle. Vous n'êtes pas seulement blessé par l'infidélité. Vous êtes blessé par le mensonge collectif, par la manipulation, par l'isolement émotionnel que votre entourage vous a fait subir. Et maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire? Ai-je pris la bonne décision en allant dénoncer ma sœur juste avant son mariage avec ce qui devait être son futur mari, Marc? Laissez-moi répéter mes conseils. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 étapes pour sortir de ce type de traumatisme. Je vais les détailler. Premièrement, la rupture totale avec les relations toxiques. Vous avez déjà coupé contact avec Tom et Sarah. C'est une excellente première étape. Maintenant, il va falloir prendre vos distances émotionnelles avec votre famille pour l'instant. Vous devez vous protéger pour guérir. Deuxièmement, la réparation de l'estime de soi. L'infidélité et la manipulation émotionnelle détruisent la confiance en soi. On va travailler sur la reprogrammation de votre subconscient en utilisant des techniques comme l'écriture thérapeutique, la visualisation de la femme que vous voulez devenir, la méditation pour libérer la douleur émotionnelle. Troisièmement, ce que j'appellerais le retour de force. Vous allez devenir la femme qu'il pensait pouvoir détruire. Vous avez déjà fait quelque chose de courageux. Vous avez dit la vérité à Marc. Maintenant, laissez le karma s'occuper du reste. Marc? Je me demande ce qu'il va faire maintenant qu'il sait tout. Vous savez parfois, la vérité met du temps à éclater, mais elle finit toujours par détruire ceux qui l'ont fui. Comme je le dis souvent, le karma n'a pas besoin de notre aide. Il suffit de laisser la vérité faire son travail. Revenez me voir après le mariage de votre sœur avec Marc, et nous en parlerons ensemble. Le jour du mariage, j'ai décidé de passer la journée seule, à essayer de reconstruire ma vie après cette trahison. Mais ce soir-là, j'ai reçu un appel inattendu de ma cousine, Emma. Sa voix était fébrile, presque excitée, lorsqu'elle m'a dit « Oh mon Dieu, tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer ?» Intriguée, je lui ai demandé de m'expliquer. Emma m'a raconté que tout semblait normal au début. Sarah était magnifique dans sa robe blanche. Marc, son fiancé,
se tenait à l'autel, prête à prononcer ses vœux. Mais au moment crucial, Marc a soudainement fait un pas en avant et a dit qu'il avait quelque chose à dire devant tout le monde. Mon cœur s'est mis à battre plus fort en écoutant Emma décrire la scène. Devant tous les invités, Marc a annoncé qu'il ne pouvait pas épouser une femme capable de trahir sa propre sœur, qu'il ne pouvait pas promettre fidélité à une femme qui avait détruit ma vie en s'impliquant avec mon petit ami. Ce que Marc a fait s'appelle une confrontation publique de la vérité. C'est un mécanisme rare, mais très puissant dans les situations de trahison. C'est ce qu'on appelle, en psychologie, la restitution de justice émotionnelle. Lorsque la vérité éclate enfin devant tous ceux qui ont douté de nous, cela procure un immense soulagement, mais laisse aussi un vide. Effectivement, ce mécanisme est très puissant. Sarah est devenue complètement livide. Marc s'est ensuite tourné vers mes parents et leur a dit qu'il méritait de connaître la vraie raison pour laquelle ma sœur s'était éloignée d'eux. Sarah a fondu en larmes, incapable de nier l'évidence. Mes parents, choqués et déconcertés, ont tenté de comprendre ce qui venait de se passer, tandis que les invités murmuraient entre eux, essayant de reconstituer les morceaux de cette vérité cachée. Marc a alors quitté l'église, laissant Sarah en pleurs, seule devant l'autel. À ce moment-là, Sarah ressent ce qu'on appelle la honte sociale, un état psychologique extrêmement puissant. C'est une émotion qui survient lorsque nous sommes exposés publiquement pour des actes que nous avons tenté de cacher. La honte est souvent plus difficile à gérer que la culpabilité car elle touche directement à notre identité et à la manière dont les autres nous perçoivent. Emma, ma cousine, a poursuivi son récit en me disant que c'était comme une scène de film. Tout le monde était sous le choc. Tes parents cherchaient à comprendre la vérité alors que Sarah était complètement en larmes, incapable de parler. Mon cœur s'est serré. J'ai ressenti un mélange étrange d'émotions. D'un côté, la vérité avait enfin éclaté. Mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde tristesse pour tout ce que cela avait détruit. C'est une réaction très humaine que l'on appelle le deuil de la relation, même lorsqu'il s'agit d'une relation toxique. Vous avez perdu à la fois votre sœur et votre partenaire. Votre cerveau a alors traversé les 5 étapes du deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression et enfin l'acceptation. Emma doucement m'a demandé « Tu vas bien ? Comment te sens-tu après cette description de mariage raté que je t'ai faite ?» J'ai répondu la voix tremblante que je n'en savais rien et que je n'avais jamais voulu que ça se termine comme ça. Cette phrase révèle une profonde blessure narcissique. Lorsqu'on découvre une trahison, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même qui nous détruit. C'est aussi l'image que l'on avait de la personne et la confiance en soi qu'on perd dans le processus. Je suis entièrement d'accord avec vous. La vérité a enfin éclaté. Mais à quel prix ? Mon couple est détruit, ma relation avec ma sœur brisée à jamais. Et maintenant, ma famille entière est en crise. Mais, paradoxalement, c'est souvent à ce moment précis que la guérison commence. Lorsque le masque tombe, lorsque les manipulateurs sont démasqués et que nous n'avons plus à nous battre pour prouver notre vérité. C'est ce qu'on appelle le début de la reconstruction identitaire. Effectivement, je ressens un léger soulagement en ce moment malgré tout. Je ne suis pas folle, je n'avais pas inventé tout ça. Quant à la suite, je n'en ai aucune idée, je sais que je devrais faire face à ma famille un jour, mais pour l'instant, je prends les choses jour après jour. Vous avez raison, c'est une des clés pour se reconstruire après une trahison. Accepter qu'on ne peut pas tout réparer, se donner le temps de guérir, et surtout, apprendre à poser des limites pour ne plus jamais laisser quelqu'un piétiner notre intuition. Merci d'avoir écouté mon récit. Mais de rien, je ne fais que mon travail. Je ne vous parle pas, monsieur le psychologue, je parle à vous. Vous, chers spectateurs de cette vidéo YouTube. Si mon histoire vous a plu, alors likez, commentez et partagez-la. Étant donné que je suis au début de ma chaîne, n'hésitez pas à me donner des suggestions ou conseils dans la section commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse d'une histoire croustillante. À bientôt.